Bookmakers. Les écrivains au travail par Richard Guettet. Sur Arte Radio. André Markovitch, essai de voix pour blagues juives. C'est Moïse qui tombe. Et donc il tombe. Et donc il tombe dans un trou, mais noir, mais tellement noir, et profond, qu'à force de tomber, il comprend bien qu'il finira par finir de tomber. Et il tombe si longtemps que même entre son chapeau et lui, il y a une distance. Et à un certain moment, zoï, au lieu de finir de tomber, il est accroché à quelque chose. Et alors qu'est-ce que tu fais quand tu es accroché à quelque chose dans le noir complet? T'appelles au secours. Il y a quelqu'un, hein? Il y a rien, il y a personne. Il y a quelqu'un, hein? Dans les contes, dans les blagues, c'est toujours par trois. Il y a quelqu'un. Et là, t'as une voix de basse. Moïse, je suis Adonai, ton Dieu. La Providence, elle veille sur le vol d'un moineau. C'est écrit dans Hamlet, je te jure, c'est vrai, fais-moi confiance. Lâche la branche, tombe tranquille. Y a pas quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. Un traducteur est un auteur. André Markovitch le prouve chaque jour depuis 40 ans, d'un pays à l'autre, d'une forme à l'autre, y compris quand il s'échine à chercher le ton juste d'un personnage dans une simple blague juive. Parmi les 150 livres que compte sa bibliographie, on lui doit 14 pièces de Shakespeare aux éditions Les Solitaires Intempestifs, 401 poèmes chinois du 8e siècle, alors qu'il ne parle aucune des langues de Chine, ce qu'il explique avec aplomb dans son chantier le plus fou, Ombre de Chine aux éditions Incultes. Ou encore, une nouvelle version du chef-d'œuvre de Mikhaïl Bulgakov, Le Maître et Marguerite, traduit avec Françoise Morvan, toujours aux éditions Incultes, ce qu'il décrit parfois comme l'aboutissement de tout son travail de traducteur de la littérature russe. Mais ces ouvrages, composés avec la même fièvre de partage, ne doivent pas occulter les milliers de pages signées par Markovitch en solo. Ce maître en métrique est ainsi l'auteur de 4 recueils de poèmes quasi confidentiels, d'un récit autobiographique en vers et sans point, à lire d'un seul souffle, sur l'appartement de sa grand-mère, d'un sidérant journal public, tenu depuis 10 ans sur Facebook, à raison d'une chronique tous les 2 jours, matière première des épais volumes de sa série Partage, qui paraît maintenant chez Mesure, maison d'édition indépendante qu'il a créée avec Françoise Morvan. Ou, récemment, d'un tout petit essai géopolitique et littéraire, intitulé « Et si l'Ukraine libérait la Russie ?», vendu à 10 000 exemplaires. Tels sont certains des sujets évoqués dans la toundra de ce 3e et dernier épisode, en compagnie d'un homme qui s'est longtemps senti gêné, comme empêché d'écrire. Un créateur qui ne traduit que des morts, et qui, étrangement, ne semble pas plus inquiet que ça face à l'invasion des intelligences artificielles, auquel, enfin, on ne peut que souhaiter, en citant sa traduction du tout dernier poème de Vladimir Maïakovski, qu'il n'ait jamais la honte de devenir raisonnable. André Markovitch, au moment d'entrer en 6e, vos parents vous emmènent en vacances en Angleterre et votre père vous offre un volume des sonnets de Shakespeare en version originale. Vous ne parliez pas anglais, mais quand votre père vous a lu ses sonnets favoris, Il m'a lu le sonnet 17. vous êtes absolument bouleversé par la musique du pentamètre iambique, cette forme rythmique que Shakespeare a popularisée. Le vers shakespearien par excellence, à 5 pieds, soit 10 syllabes, une syllabe accentuée alternant avec une syllabe non accentuée.
C'est un des livres qu'on a publié l'année dernière aux éditions Mesure, donc on a traduit les sonnets de Shakespeare, François et moi. Depuis et là, en fait, c'est devenu... Who will believe my verse in time to come, if it were filled with the most high deserts? Qui donc croira mes vers, s'il leur incombe d'être remplis de tes dons les plus grands? Though yet heaven knows, it is but the tomb which hides your life and shows not half your parts. Quoique Dieu sait, il ne soit qu'une tombe, scellant ta vie et tant de tes talents. Si je disais la beauté de tes yeux et célébrais ta grâce en vers nouveaux, l'âge à venir me dirait songe creux, jamais le ciel ne fit de traits si beaux. Et mes pages, pour l'heure jaunies par l'âge, seraient moquées comme radoterie, ton juste dû passant pour boursouflage, feu de poète et rengaine vieillie. Mais un enfant de toi sur cette terre te ferait vivre en lui et dans mes vers. Et moi, je suis incapable de traduire ça parce que c'est beaucoup trop proche de moi. Vous entendiez en outre dans ce rythme les échos de la traduction d'Hamlet en russe que votre mère vous a fait découvrir quand vous étiez petit garçon. Alors, quitte à causer de rythme, puis-je vous demander de nous lire votre traduction de ce passage musical de la pièce La vie et la mort du roi Richard II de William Shakespeare, traduction parue en 2003 aux Solitaires intempestifs. De la musique, à m'égarder le temps. Elle est si aigre, votre douce musique, que quand le temps se brise, quand on joue sans la mesure. Ainsi, de la musique et de la vie. Et moi ici, j'ai l'oreille assez fine pour en vouloir aux notes déréglées de suivre un temps brisé. Mais l'harmonie du temps et du pays m'a laissé sourd au temps qui s'est brisé réellement. Oui, j'ai gâché le temps et il me gâche. Il fait de moi l'horloge qui le compte. Chaque pensée, pareille à la minute, roule sur son cadran et par soupir dissonne sur mes yeux, cadran externe où mon doigt, chaque instant, comme une aiguille, reste pointé puisqu'il essuie des larmes. Eh bien, ce son qui dit l'heure qu'il est, ce sont les lourds sanglots frappant mon cœur qui sonnent, lui. Soupirs, sanglots et larmes montrent le temps, les heures, les minutes. Ouais, c'est beau ça. Ça, le pentamètre iambique, ce qu'on appelle le vers blanc, le pentamètre iambique blanc, c'est-à-dire blanc, ça veut dire sans rime, c'est pas tellement un vers, c'est comme un ta-ta-ta-ta-ta, un beat, une mesure, un tempo. Et c'est le tempo de la tragédie de Shakespeare, des passages en vers, des pièces de Shakespeare. C'est un tempo qui n'existe pas en français, je veux dire dans la tradition française. Le vers français d'abord n'a jamais existé, en tout cas au XXe siècle, sans la rime. À partir de l'apparition de l'alexandrin, c'est-à-dire en gros en 1550, c'est concentré sur l'alexandrin. Et le pentamètre iambique blanc et l'alexandrin sont deux vers absolument opposés. L'alexandrin, c'est le vers de l'abstraction, oui, d'une espèce d'immobilité du temps. Alors que le pentamètre iambique blanc, le vers de Shakespeare, le vers des tragédies élisabéthaines, c'est le vers du mouvement. Et mon travail a été d'essayer de montrer, à mon avis sans grand succès, qu'il est possible de faire ça en français. Techniquement, je peux vous faire ce que vous voulez. Techniquement, je peux vous imiter le maître que vous voulez, n'importe lequel. Mais ce que je ne peux pas restituer, c'est sa mémoire. Et par conséquent, mon travail est de toute façon incompréhensible, parce que quand bien même je pourrais partager un texte, je ne pourrais jamais partager une mémoire. Et là est la limite absolue, radicale, infranchissable de la traduction. La métrique, c'est la mémoire sociale de la poésie. C'est le lien non verbal qui existe entre le poète et son lecteur. Ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Vous savez ce que je dis,
Et ce n'est pas que je cite Ronsard ou Victor Hugo ou Racine, je cite la France. Je cite une mémoire commune. D'où le rôle de Rimbaud. Vous avez dit, en France, Rimbaud, dans un poème comme Mémoire, qui ne porte pas son titre pour rien, casse la césure de l'alexandrin, et ce qu'il casse, c'est la mémoire commune de la poésie française, sa mémoire sociale, le pacte de reconnaissance. Il rompt définitivement tout rapport entre la poésie et la société. Ce qui fait la révolution de Rimbaud, c'est une chose d'une violence inouïe. Tous ces poèmes, y compris Le bateau ivre, se présentent comme des pastiches ou des imitations de toute la poésie qui existait avant lui, que ce soit Victor Hugo, que ce soit Baudelaire, que ce soit Banville, que ce soit qui vous voulez. Dans Mémoire, qu'est-ce qui se passe? C'est des vers de 12 syllabes mais sans césure. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnaissables comme alexandrins, parce qu'ils ne sont pas des alexandrins. Mais ce qui disparaît en même temps, c'est le récit. Quel est le sens du bateau ivre? On peut le dire. Mais quel est le sens de Mémoire? Jouet de cet œil d'eau morne, je n'y puis prendre, au canot immobile, aux bras trop courts, ni l'une, ni l'autre fleur, ni la jaune qui m'importune, là, ni la bleue, amie à l'eau couleur de cendre. La poudre des saules qu'une aile secoue, les roses des roseaux, dès longtemps dévorés, mon canot, toujours fixe, et sa chaîne tirée au fond de cet œil sans bord. À quel bout? Arthur Rimbaud, 5e et dernier huitain de son poème Mémoire, en 1872. C'est que le sens, littéralement, est dans tous les sens. Des 5 sens, de tout. La poésie cesse d'être une affaire de récit, de narration. Elle est autre chose. Elle est création pure. Il tue le rapport d'appartenance à la société parce que ça correspond à rien. Et le lecteur devient aussi créateur que le poète Parce qu'il cherche. parce qu'il recrée. Il est actif. Voilà. C'est en ça que Rimbaud s'en va. Il n'a plus rien à faire de rien. Il fugue. Oui. Je vais lire ce tout petit passage de votre récit-poème L'appartement. Pendant 20 ans, au cours desquels chacune de mes heures, chacune ou presque a été occupée par l'écriture, car je dis toujours que j'ai eu cette chance invraisemblable d'avoir pu ne jamais prendre un seul jour de vacances, dès lors que mon travail et ma raison de vivre sont les mêmes. Pas un seul jour de vacances depuis 20 ou 30 ans? Mais j'ai que des vacances. Non, sérieusement. Bien sûr. Vous travaillez 7 jours sur 7, Bien sûr. du matin au soir. Non, le matin. Vous partagez ce rythme de travail avec Françoise Morvan. Non. Non. Elle travaille encore plus. Vous avez dit, on se fatigue quand on ne travaille pas. Exactement. Bien sûr. Avantage, vous détestez tous les deux voyager. Ouais, mais moi, regardez, je suis là. J'ai parfois les mêmes dispositions que vous pour le travail, et je sais que ça confine à la névrose du workaholic qui s'échine à combler une sorte de vide métaphysique. Mais pas du tout. Quand le travail ne correspond à rien, à aucune nécessité intérieure, alors c'est une torture, au sens étymologique du terme. Mais quand le travail peut permettre d'exprimer quelque chose, une espèce de tentative de présence au monde, disons ça comme ça, c'est pas du travail. J'ai tellement de choses que je voudrais faire encore. Et vous me parlez de trucs que j'ai faits il y a 20 ans. Vous comprenez? Oui, je vois. Voilà. Mais parfois, quand on met l'esprit au repos ne serait-ce que 3 jours, on travaille mieux par la suite. Oui, mais l'esprit, il est au repos sur un point, puis pas sur un autre. Je travaille sur 5, 6 choses à la fois. Mais le repos vous est insupportable? Je fais la sieste, je travaille, je dors, et ainsi de suite. J'ai une vie privée, donc
par définition, je ne parlerai pas. Mais À quelle heure vous levez-vous pour travailler ? c'est une question de la vie privée, je ne parlerai pas. Mais je travaille dès que je me lève. Dans l'appartement, vous écrivez aussi « Moi, je suis là et je ne vois personne. Je suis cloîtré et comme d'habitude, dès que je me réveille, je travaille avec un mug de thé et 4 sucres, histoire de tenir pendant 3 heures. La réponse est là. Quand je m'enferme dans ma chambre, ça va. Puis quand vient l'épuisement, je sors et je cherche un café où travailler encore. » Bah oui. Vous tenez depuis 10 ans un journal public sur Facebook. Tous les 2 jours, vous publiez un texte, souvent long, des analyses politiques sur la situation, par exemple en Russie, au Proche-Orient, sur le nationalisme breton, et évidemment sur votre pratique de la traduction, sans oublier des poèmes personnels et d'autres choses. Comment trouvez-vous le temps d'écrire toutes les 48 heures, en marge de vos activités, ces libres tribunes très élaborées ? Mais c'est pas en marge. C'est l'essence même de la chose. Et c'est devenu mon travail essentiel, simplement un nombre de pages. Il y a Le volume. plusieurs dizaines il y a des dizaines de milliers de pages. Toutes ces chroniques forment un livre. Et c'est mon livre. La littérature du journal, qu'on pourrait appeler extime et pas intime, c'est une forme littéraire. Ça me permet de réunir tout mon travail de traducteur du russe, mais pas que du russe. Mon travail sur le nationalisme, et je pense que c'est une chose fondamentale pour nous. Mon travail sur le communautarisme, contre toute forme de revendication identitaire, en dehors de la blague juive, qui est aussi une revendication identitaire très forte. Mais si les revendications identitaires de Netanyahou avaient pu rester au niveau de la blague juive, ça aurait été mieux pour tout le monde. Et je suis très sérieux en disant ça. Sans ce Facebook, il n'y aurait pas la possibilité de faire les éditions Mesure, qui sont de loin la chose essentielle pour moi en ce moment. Ce qu'il faut bien d'une façon ou d'une autre appeler une œuvre maintenant. Et pas se contenter de vivre de ce qu'on a fait il y a 20 ans. Parce que ça, c'est la mort. D'être obligé d'expliquer ce qu'on a fait il y a 20 ans. Peut-être que c'est bien, ça sera bien après ma mort, quand il y aura des thèses. Pour l'instant, il n'y a aucune thèse. Mais pour moi, c'est une torture. Je suis désolé de vous infliger ça. Non, mais je le dis d'une façon sérieuse. Je suis désolé de manière sérieuse. Oui. C'est très touchant d'un côté, parce que c'est un travail immense sur tout ça. Mais de l'autre côté, pour moi, c'est juste plus ça du tout. Votre œuvre en tant qu'auteur ne se limite pas à la traduction et à ces chroniques publiées sur Facebook puis en livre. Vous avez aussi signé 4 recueils de poésie, et je crois que ce geste, écrire des poèmes, n'a pas été si simple à enclencher. Quand j'ai rencontré Françoise, Au milieu des années 80, et que j'ai lu les textes qu'elle publiait à ce moment-là dans la NRF, la Nouvelle Revue Française, ça a été un grand choc pour moi. Je comprenais que ce que j'écrivais moi était juste absent. Qu'en quelque sorte, je n'avais pas trouvé de voix. C'était juste pas prêt. D'une façon très claire, très simple. Et la seule chose à faire, c'est d'attendre. Après, il y a eu 1 ou 2 textes qui sont apparus comme ça, que j'ai pas du tout éprouvé le besoin de publier. Puis, il y a eu, en 2005, je ne sais pas si c'était lié ou pas, disons, à la maladie, puis au décès de mon père, un certain nombre de textes qui, là, ne se posaient plus la question de leur légitimité. À partir du moment où toi-même, tu ne te poses pas la question de la légitimité de ce que tu écris, ça veut dire que finalement, d'une façon ou d'une autre, ça existe. Sibilante douceur, de ronce en ronce. Son ombre se prolonge sur mes yeux, qui sont aveugles. S'il faut que je les dirige à l'intérieur de cet espace indiscernable où le silence et lui sont de la même cendre. Chaque jour, je me concentre ici, et chaque jour, je le sens. Oh, le ruisseau cassable, qui glisse et se désagrège progressivement, me laissant seul, errer avec les sons
ce mot, figure. André Markovitch, figure. Vous ne traduisez pas que du russe, vous traduisez aussi de l'anglais, enfin 2 ou 3 auteurs, vous avez traduit du latin, des chansons populaires bretonnes, ou encore, par exemple, mot à mot, une pièce de Strindberg, Le Songe, en collaboration avec Frédéric Noguer, dont la langue maternelle est le suédois. Oui. Ce qui m'amène à parler de votre chantier le plus invraisemblable. Vous ne lisez pas le chinois, vous n'êtes jamais allé en Chine, mais vous lisez de la poésie chinoise depuis l'adolescence. En russe, depuis que votre maître Efim Etkin vous a prêté des livres de Li Po, Wang Wei et Tu Fu, oui. Des poètes du 8e siècle qui savaient, comme vous l'avez écrit, prendre un détail pour signifier des abîmes d'expérience, concentrer l'émotion sans la nommer. Puis-je vous demander de nous lire ce bref et célèbre poème de Li Po, Buvant seul sous la lune. Pichet de vin posé parmi les fleurs, boire tout seul, privé de compagnon. Le vent m'accoupe, je salue la lune. Nous sommes 3, elle, mon ombre et moi. La lune, cependant, ne sait pas boire, l'ombre non plus, qui m'a toujours suivi. Mais buvons à mon ombre et à la lune, c'est l'éphémère joie de ce printemps. J'entonne un chant, la lune suit mon rythme. Je danse, l'ombre danse au même pas. L'éveil est la joie pure d'être ensemble. L'ivresse est dissipée, chacun se quitte. Errants à tout jamais, liés et seuls, les retrouvailles dans la voie lactée. Li Po, qui fut redresseur de tort, chevalier errant, maniant aussi bien l'épée que le pinceau, chanteur de louanges à la cour des notables et alcoolique contemplatif mort noyé après une nuit d'ivresse. André, vous avez passé 4 ans à créer un projet tout fou, si j'ose dire, intitulé « Ombre de Chine », 401 poèmes, 600 pages de poésie classique chinoise, avec appareil de notes et bibliographie, en passant de l'anglais au russe, du russe au français, empruntant l'espagnol ou l'italien, avec l'avis de spécialistes français de poésie chinoise. Chaque poème est présenté ainsi, votre version, ses sources, puis des notes de bas de page, c'est une synthèse. Je donne des sources de toutes les traductions que j'ai consultées. Des fois, il y en a 30-40. Et l'éditeur inculte, Jérôme Daire, a bien accepté de faire tout ça en petits caractères en dessous. Alors, qu'est-ce que c'est ce livre ? C'est 2 choses. D'abord, c'est une expérience. Lisant la poésie chinoise, et ces poètes-là particulièrement, qui sont parmi les plus grands que l'humanité ait connus, d'un traducteur à l'autre, les différences dans le mot à mot sont telles, on se demande où est l'original. La deuxième chose, c'est que le système d'élocution de la poésie chinoise est absolument, pour l'occidental que je suis et que je revendique d'être, incompréhensible. Il n'y a pas de mode et il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de singulier et de pluriel. Et très souvent, il saute le pronom personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence lexicale entre elle allait et nous irons. Dans la poésie classique, je veux dire. En soi, ça pose un problème. Parce que si nous, on ne sait pas dans quel temps se situe l'action et qui l'a fait, on ne parle pas. Ensuite, du fait que la poésie chinoise est essentiellement autocentrée, c'est pas totalement vrai. Je veux dire, sur la culture chinoise, tu ne comprends rien aux allusions si tu connais pas ce qu'il y a autour. J'ai appris, parce que je savais rien du tout, que d'abord la plus grande ville de l'époque, c'était Chang'an, leur capitale, il y avait 2 millions d'habitants, et que l'Empire lui-même faisait plus ou moins 60 millions d'habitants. Et qu'il faisait, depuis le premier empereur, c'est-à-dire en moins de 140 avant Jésus-Christ, des recensements. Il ne le faisait pas par humanisme, il le faisait pour les impôts. Mais on a gardé ces recensements. Et qu'il n'y a aucune rupture dans les recensements. C'est-à-dire qu'on les a tous. Il n'y a aucune rupture civilisationnelle dans la culture chinoise, malgré le fait qu'il y a eu des traumatismes pas possibles, dont un.
En 753, ils étaient 60 millions. En 763, le recensement en dénombre 16 millions. Parce qu'au milieu, il y a une guerre civile. Et la question est-ce que réellement il y a eu 40 millions de morts ? Ou juste 20 ? Et là, moi, je tombe des nues. Parce que c'est la phrase de Goebbels. Je veux dire, 50 morts, c'est une catastrophe nationale, 50 millions, c'est une statistique. Comment ça ? Le plus grand massacre de guerre, il s'est passé en Chine au 8e siècle. Et je ne savais pas ça. La révolte d'An Lushan. Dan Lushan. Et du coup, toute cette poésie, elle est centrée autour de ça. Et on ne peut comprendre les poèmes zen que comme ça, à la lumière de cette catastrophe monumentale, dont la Chine, finalement, dont la dynastie Tang s'est jamais remise. Et du coup, mon livre a été l'histoire d'une ville, la capitale, Changan, qui commence en 680. Il y a un poète qui arrive dans la ville et qui exprime d'une façon absolument incroyable qu'il est seul comme les pierres au milieu d'un million de personnes. Seul avec du monde autour. Et le dernier poème, c'est sur la destruction de la ville. La chose qui m'a surpris le plus, c'est qu'à peu près les 2/3 de ces poèmes n'avaient jamais été traduits en français. La langue originale, ce sont des idéogrammes Ben oui, bien sûr. qui sont porteurs de De plein de sens différents. Vous dites d'halo de sens. Mais bien sûr, il y a plusieurs sens dans chaque mot. D'abord, le sens du mot sens n'est pas le même d'une civilisation à l'autre. Et d'autre part, par la composition même des idéogrammes, il y a une espèce d'étymologie du dessin, et qui est implicite, et qui est donc absolument intraduisible. C'est fascinant. Vous dites que ça ne vous aurait servi à rien d'apprendre le Bien chinois, juste à produire une très mauvaise interprétation. J'aurais passé 20 ans, et je n'aurais donné qu'une très mauvaise interprétation de choses sur lesquelles il y a des spécialistes immenses dans le monde entier. Vous dites que c'est le livre d'un ignorant qui cherche à savoir, Oui. qui expose ses recherches sur la littérature, Voilà. la civilisation, l'histoire de la Chine, qui a accumulé plusieurs centaines de livres sur le sujet. Je comprends parfaitement votre démarche, mais si des traducteurs du chinois vers le français nous écoutent, Ouais. il ou elle serait en droit de se dire « Il est gonflé quand même, je pourrais le faire moi-même ». Et pourquoi ils ne le font pas ? Fais-le. Point. Si tu veux être heureux, sois-le. C'est tout. Je commence par dire que je ne sais pas. C'est d'ailleurs le principe même du livre, que je ne sais pas. Et j'explique comment je ne sais pas. Et comment j'essaie de comprendre. Et c'est pour ça que ça s'appelle Ombre de Chine. Parce que je n'ai pas le soleil. Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world. Sur la question de la légitimité. En janvier 2021, un poème écrit par une jeune afro-américaine, Amanda Gorman, a été lu en public à la télévision américaine le jour de l'investiture présidentielle de Joe Biden. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president. Comme l'a résumé le journal Le Monde, un poème patriotique, avec citation de la Bible, accent de gospel et de slam, et appel au bon sentiment, est devenu célèbre du jour au lendemain. Aux Pays-Bas, un éditeur, Meulenhof, a obtenu les droits et a confié la tâche de traduire ce texte à Marieke Luga Rindeveld, une des voix les plus brillantes de la nouvelle génération. Une journaliste noire, Janice Deul, alors même que la traduction n'avait pas vu le jour, a écrit un article pour protester contre ce choix, selon elle incompréhensible, au point de provoquer chez de nombreuses personnes douleur, frustration, colère et déception au motif que la traductrice n'était pas noire. Avant d'étudier à Harvard, poursuit la journaliste, Amanda Gorman a été élevée par une mère célibataire, elle a eu des problèmes d'élocution qui ont fait croire à un retard mental. Son travail et sa vie sont forcément marqués par son expérience et son identité de femme noire. N'est-ce pas pour le moins une occasion manquée que de confier ce travail à Marieke Luga Rindeveld ? Quelle est votre position sur cette question ? La traduction de ce poème confié à une femme noire a-t-elle plus de chances d'être plus juste dans ce contexte-là ? Ou plutôt, pour diversifier la profession en elle-même, dans laquelle, comme partout ailleurs, il y a majoritairement des hommes et des blancs, n'aurait-il pas fallu saisir cette opportunité de faire travailler là une traductrice noire ? D'abord, est-ce que pour traduire Hamlet,
J'ai besoin que mon père ait été tué par mon oncle. Cette façon de poser le problème fait fi de l'essence même de la littérature qui est l'empathie. C'est-à-dire le fait qu'une expérience X puisse être partagée par quelqu'un de Y. Homme, femme, noir, blanc, martien ou javanais. L'identitarisme, la revendication communautaire, elle est perverse par le fait de dire « nous ». Et je ne parle pas des considérations esthétiques, de savoir, de dire « mais là, ce qui compte, c'est que la traduction soit bien et qu'on l'aime ». Mais même pas ça. Existe-t-il un problème de visibilité des minorités ? Considérons que oui. Ce problème est-il d'ordre littéraire ? Non. Même si ce problème s'exprime aussi dans le champ de la littérature. Elle peut être noire et traduire bien, elle peut être noire et pas savoir traduire. C'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. C'est pas le fait qu'elle est noire qui l'aidera à traduire une autrice noire. C'est le travail qui est fourni. Mais bien sûr. Moi, en tant que noir, traduisant une voix noire, je suis plus légitime qu'un blanc. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça ne remet pas en cause les tragédies de l'esclavage, l'occultation pendant des siècles et des siècles du rôle de la femme, etc. etc. Tout ça est vrai. Mais c'est tellement plus complexe, c'est tellement plus fin. En France, l'édition Autrement ont changé le titre « Le nègre du Narcisse », je ne sais pas ce qu'ils ont mis. De Joseph Conrad, et le nouveau titre est « Les enfants de la mer ». Ouais, ils ont enlevé le nègre. Parce que nègre, c'est pas bien de le dire. Tu comprends ? Faut pas dire nègre. Et là encore, c'est une telle bêtise. Parce qu'évidemment, si moi, là, en ce moment, je traite quelqu'un de nègre, je suis passible naturellement de la loi. C'est une insulte évidente. Mais c'est une insulte pourquoi ? Parce que ça a été le mot normal pendant des siècles. Et supprimer le mot efface la lutte pendant des siècles des gens qui sont arrivés à faire considérer que ce mot est une insulte. C'est-à-dire que effacer le mot amène à faire le travail final des esclavagistes. De négation de la réalité. Et bien sûr. Historique. Mais oui. Et c'est pour ça que c'est pas la question de rendre français l'auteur étranger, c'est de rendre un peu accueillante la langue française, comme elle devrait l'être, comme la nation devrait l'être, pour les gens. Et Dieu sait qu'elle ne l'est pas. Vous n'avez presque jamais traduit d'auteurs que vous connaissez personnellement, parce qu'il y a beaucoup de très bons traducteurs de littérature contemporaine, et des problèmes infinis pour les droits, que vous jugez parfois lassants et décourageants. Toujours. Vous préférez traduire des morts. Je n'aurai jamais, dites-vous, assez de 3 vies pour faire tout ce que je me suis promis de faire. J'imagine pourtant qu'il y a, parmi les auteurs et autrices vivantes, des gens qui vous bouleversent. Oui. Puis-je vous en demander un ou une ? Non. Non ? Non. Bon, très bien. Qui traduisez-vous en ce moment ? D'abord, pour les éditions Mesure, là, on va publier Zamyatin, des nouvelles de Zamyatin, une pièce, du théâtre russe, de Léonid Andreïev, puis toutes sortes d'autres choses. Fin septembre 2023, un collectif de traducteurs et de traductrices a publié un manifeste intitulé « En chair et en os », pour dire non aux traductions réalisées par des intelligences artificielles dans la littérature, le cinéma, la presse et les jeux vidéo. Ils et elles disent non à des traductions sans âme, générées par plusieurs modèles de langage et d'image, rendues accessibles à quiconque, pour la moindre tâche rédactionnelle et créative qui se développe à une vitesse fulgurante. Ces IA façonnent un monde où la création se passe peu à peu de l'humain et précipite l'automatisation de nombreux métiers intellectuels autrefois réputés inaccessibles à toute mécanisation. Ce collectif demande que les maisons d'édition, prestataires de sous-titrage, de doublage, sociétés de production et de distribution cinématographique et audiovisuelle, studios de jeux vidéo, organes de presse refusent le recours aux intelligences artificielles comme outil de traduction, que les diffuseurs soient dans l'obligation de signaler tout produit culturel ayant été soumis à l'IA et qu'aucune aide publique ne soit attribuée à des œuvres conçues par des IA. Environ 400 artistes, dont Annie Ernaux, Luc Dardenne, Nicolas Mathieu, Arthur Harari, Enki Bilal ou Lydie Salver ont signé cette pétition ouverte à toutes et à tous. Je l'ai signé aussi. Mais vous, André Markovitch, non. Et Françoise Morvan non plus. Ben, alors que je suis sûr... On ne l'a pas demandé. C'est vrai ? Ben oui.
Juste, on ne nous l'a pas demandé, donc on ne l'a pas fait. Mais d'un autre côté, vous pouvez aussi faire une pétition pour qu'il pleuve plus. Non. Ben si, c'est la même chose. Quoi qu'il arrive, cette pétition ne servira à rien? Elle sert parce que c'est une protestation et qu'elle dénonce un état de fait scandaleux. Mais là encore, ça dépend quoi. Il y a des choses que tu peux évidemment, ou qu'on pourra évidemment traduire d'une façon automatique, et il y a des choses que tu pourras jamais traduire d'une façon automatique. Tant que la machine ne sera pas capable de faire des jeux de mots, il n'y a aucun problème. Le problème est que bientôt elle le sera, indépendamment de ses créateurs. Il y a encore quelques années, les logiciels de jeux d'échecs ne battaient pas les grands maîtres internationaux. Pour l'information, c'est très important que ça soit très vite. Et je n'ai absolument rien contre que ça soit traduit par une machine. Parce que c'est rapide, c'est tout. En revanche, une machine ne peut simplement pas traduire Dostoïevski. Parce qu'elle ne comprend pas les motifs. Même si, dans sa base de données, tous les mots sont répertoriés. On peut entendre aussi parce qu'elle ne comprend pas les motifs au sens la personne émotive. Bien sûr, c'est les deux. J'ai fait un jeu de mots sans le vouloir. C'est l'émotion transmise par la réflexion, par la structure. C'est ça, la littérature. Et ça, pour l'instant, la machine ne le fait pas. Autre chose est que pour plein d'éditeurs, ils s'en foutent. Parce qu'ils veulent un produit. Mais c'est pour ça aussi que, par exemple, nous, on a créé une maison d'édition. Parce qu'on en a marre d'être produits. Enfin, Dieu Solo et nous, ça va, on est de très mauvais produits de ce point de vue-là. Vous avez dit « J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. » Et nous sommes très peu nombreux, environ 200 traducteurs, je pense. Je parle de ceux qui n'ont aucun autre apport financier, comme l'enseignement, par exemple. Généralement, les traducteurs sont à la poursuite de contrats. Ils passent d'un auteur à l'autre. Moi, j'ai eu la chance qu'on me propose toujours davantage que ce que je pouvais accepter. Je n'ai jamais accepté une commande. Si, à 2 ou 3 exceptions près, toujours des échecs. Je n'ai fait que ce que je voulais, de la façon dont je le voulais. C'est une chance inouïe. Est-ce qu'on peut parler d'argent? Oui. Pour comprendre, combien d'euros touchez-vous sur la vente d'un seul exemplaire d'un roman? Comme l'auteur, s'il est vivant, c'est-à-dire entre 90 centimes et 1,50 €? J'en sais rien du tout. Pour un auteur, c'est pathétique également. Donc oui, mais c'est encore plus pathétique. C'est encore plus bas que ça. Bien sûr. Oui. À combien s'élevait Lavallois reçu des éditions Actes Sud pour votre traduction de Non, ça, j'en Ludio? parle pas. Non? Non, parce que c'était pas une question d'avaloir, c'est une question du prix de la page. J'étais payé 90 francs la page à ce moment-là. Pour une page de traduction? Ouais, 1500 signes. 1500 signes. Ouais. À la fin de Dostoïevski, j'étais payé 110. 110 francs Ouais. de la page. Ouais. Environ 23 € d'aujourd'hui. Depuis, j'ai jamais été payé à la page. Depuis quand vivez-vous de vos travaux d'écriture sans besoin d'exercer une autre profession en parallèle? Depuis 90, 91. Et je ne vis pas de mes droits d'auteur de Dostoïevski, je peux vous dire. Je vis de mes droits d'auteur du théâtre. Quand une pièce est jouée, il y a un pourcentage du droit d'auteur qui arrive aux auteurs, Oui. en l'occurrence les traducteurs. Et votre pourcentage à vous, il est fixe ou il est C'est syndical, c'est objectivement ça devient 7%. 7% du prix d'une représentation? Oui. De la recette générée par le spectacle? Par le spectacle, ouais. Voilà, ok. Ouais, du prix des places, quoi. Est-ce que vous négociez par exemple le pourcentage au théâtre? Jamais. Mais parce que ça vous accable? Il y a des tarifs de la SACD, voilà, point. Alors justement, est-ce que les tarifs de la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la plus ancienne des sociétés de gestion collective des droits d'auteur, créée par Beaumarchais en 1777, est-ce que ces tarifs vous paraissent justes? Non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne vais pas perdre du temps sur ça. J'ai cette chance de vivre tranquillement de mon travail, de ne pas me soucier, là, demain, de ce que j'aurai. Vous voyez? Je m'en fiche, le reste. Aux avaloirs et au théâtre s'ajoutent parfois des bourses d'aide à l'écriture. J'ai jamais demandé. Le CNL, le Centre National du Livre, a presque systématiquement refusé les subventions pour vos traductions. Oui, mais ça, c'est pas moi qui demandais, ça, c'est Actes Sud. En général, vous ne protestez pas. Une fois, cependant, vous l'avez fait. Je n'ai protesté qu'une seule fois, quand la subvention a été refusée pour les carnets de la Maison Morte, au motif qu'il ne fallait pas changer le titre, connu et reconnu dans la tradition française, la Maison des Morts. Oui, c'est comme ça que le livre était connu. Mais en russe,
C'est Mörtverdom, la maison morte. Le rapporteur faisait remarquer avec ironie qu'une maison n'est ni morte ni vivante. Je n'imagine pas que les maisons russes soient ontologiquement différentes des maisons françaises. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Les premiers traducteurs avaient compris que l'intérieur du bagne, c'est le monde des morts, ce qui signifiait que l'extérieur était vivant. Dostoïevski, lui, dans son titre et dans chaque page de son livre, dit exactement le contraire. C'est la maison qui est morte. La maison, c'est-à-dire la machine, le système. Les gens qui sont enfermés, et dedans et dehors, ils sont vivants. Mais oui, bien sûr. J'ai protesté publiquement. Parce que le CNL, je m'en fichais complètement. Dans l'appartement, votre livre, l'appartement, vous écrivez également la chose suivante sur la question de la transmission, et je crois qu'aucun autre invité de ce podcast n'a évoqué cet aspect avant vous. Je n'aurai personne à qui transmettre ce que j'ai reçu, et c'est la même chose pour mes droits, qui seront dévolus à des cousins que je n'ai pas revus depuis 30 ans, et plus, et qui ne me connaissent pas, et qui n'ont rien à faire du travail que j'essaie de poursuivre au jour le jour. Je parle ici des droits patrimoniaux, des droits d'auteur, mais ce qui me concerne, ce n'est pas de savoir qui va toucher l'argent hypothétique, c'est le droit moral, c'est le destin même des livres et des archives que je laisserai. Que faire avec ? Et cette solitude-là, par-delà, en quelque sorte, la disparition physique, me chiffonne, je dois le dire, plus que le moment de la mort elle-même. Oui, ben voilà. Que deviennent les œuvres ? Une fois qu'on est mort. Mais c'est un problème. Mais je ne l'évoquerai pas ici. Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcelet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre pratique ? J'ai répondu. C'est le silence ? J'ai répondu. Pour terminer, pourriez-vous nous lire certains des derniers vers d'Eugène Onegin, de votre cher Pouchkine ? Lecteur, qui que tu sois, maussade ou gai, aimable ou guère plus, séparons-nous en camarades. Adieu. Quoi que tu aies voulu trouver dans ces strophes frivoles, souvenirs de tempêtes folles, repos après de durs travaux, tableaux vivants, simples bons mots, fautes contre la grammaire. Dieu fasse que dans ce bouquin, pour ton plaisir ou pour ton gain, ton cœur, tes joutes littéraires, j'ai pu te plaire de mon mieux. Sur ce, séparons-nous. Adieu. Comment dit-on merci beaucoup ? Spasibo большое. C'est ce que je vous dis, Andrei Markovitch. Merci à vous. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail. Très grand merci, surtout à mes complices, Mathilde Garmont-Pré pour la prise de son et le montage, Charlie Marcelet pour la réalisation et le mixage, Samuel Hirsch pour toutes les musiques originales, Sabine Zovigian, Perrine Kervran et Mina Souchon pour les lectures, sans oublier Sylvain Cabot pour le portrait dessiné de l'invité visible en ligne. J'en profite pour signaler que le Bookmakers avec Hervé Letellier, enregistré en 2021, est devenu un livre en version augmentée avec de nouvelles questions et de nouvelles réponses sur le processus de création de l'auteur oulipien de l'Anomalie. Cela s'intitule « Les mots sont nets, le monde est flou » et ce sera en librairie dès le 3 janvier aux éditions Point et Arte Éditions. Je vous donne rendez-vous en février 2024. Je ne sais pas encore qui sera l'invité du prochain numéro. Comme disait Marguerite Duras dans Hiroshima mon amour, on croit que lorsqu'une chose finit, une autre recommence tout de suite. Non, entre les deux, c'est la pagaille.